Alors, bonjour. euh, Alors, j'espère qu'on se porte bien ici. Ravie d'être dans ce nouveau panel euh, dans le programme de SAPLO, promotion littéraire, enjeux et festival littéraire. Bonsoir aussi. Bonsoir alors Kudé. Comment tu vas? Ça va très bien, ça va très bien. On est debout, ouais. On ne se voit pas souvent. Ah oui, hein, Alors, pourtant. bon, en attendant les autres, on va peut-être faire des civilités. Alors, Rosny, toi, tu es romancier, tu es nouvelliste, tu es directeur artistique, tu es poète. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus pour ceux qui nous regardent? D'accord, ok, merci. Donc, comme tu l'énonçais déjà, je suis Rosny Losage Swaga. Euh, je suis écrivain donc, et en plus promoteur culturel aussi. Voilà, je crois que c'est sous ces deux casquettes que je pourrais me présenter. Voilà, auteur D'accord, parce que simplement, je suis de nature poète et romancier noveliste aussi. Et voilà, auteur de 8 d'accord, titres. Et on espère que d'ici décembre, on aura l'occasion et ou l'opportunité de pouvoir se faire éditer. Voilà, parce que j'ai au moins deux autres textes qui sont dans les tiroirs. d'accord. Merci. Bon, bonsoir à Darkel. Bonsoir à Rosine. Comment vous allez? Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Bien sûr, on euh, t'entend. Oui, bonsoir à tous, je suis Hydrosine de Maga, je suis la promotrice du Festival des littératures africaines en France, à Nantes. Alors, Dariel, comment on va? Bonsoir à tous et je suis très heureux d'être parmi vous. Je suis un auteur camerounais et j'interviens également dans l'organisation du Salon du Livre de Douala qui compte déjà 2 éditions. D'accord. Merci beaucoup. Donc, on est là pour parler voilà, de la promotion littéraire autour des différents festivals, des différents événements littéraires. Donc, on va parler de la dynamique voilà, de ces événements littéraires qui nous permet voilà, de promouvoir le livre, de promouvoir la littérature africaine en général. On va commencer par Ide Rosine de Mega, qui a récemment organisé le brunch littéraire autour du festival des littératures africaines. Alors, Hydrosine, comment ça s'est passé cet événement? C'était un très bel événement. Pour la euh, pour la première fois, en fait, c'était depuis la création en 2016. On va les chiffres de participation sont de plus en plus croissants. Et cette D'accord. année, on a reçu plus d'une cinquantaine d'auteurs et éditeurs, en plus de tous les autres intervenants, les modérateurs, les bénévoles. Et on a eu la chance cette année de recevoir le ministre, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, qui est venu justement nous honorer de sa présence. D'accord. Alors, je voudrais un peu savoir l'atmosphère, le retour des auteurs, des invités, des lecteurs, ceux qui ont acheté les livres. Est-ce qu'il y a des retours positifs? Oui, déjà sur les réseaux, on voyait déjà que on a vu beaucoup d'engouement. On a eu Mhm. des personnes qui sont déplacées d'autres villes pour venir au festival. Et on a de plus en plus justement d'auteurs-éditeurs qui se déplacent depuis des pays africains comme le Cameroun, comme la Côte d'Ivoire, comme le Bénin, pour venir justement participer à notre festival. Et aujourd'hui encore, j'avais une modératrice qui pour la première fois, on l'a sollicité pour la première fois justement pour pouvoir modérer un panel et qui m'envoyait encore plein de messages pour me dire merci justement de cette expérience-là. Parce que nous on s'est donné pour objectif de faire
enfin, je peux dire de globaliser notre festival et de ne pas restreindre seulement aux personnes qui s'intéressent à la littérature, aux littératures, mais d'ouvrir aux personnes qui sont amateurs de littérature, mais pas forcément, qui lisent pas 2 livres par semaine, mais qui aiment quand même la littérature, et comme ça les fait justement, ça leur permet en fait de tester certaines expériences, quoi. bien sûr. Alors, on vient avec Dariel Mbeng, voilà, qui est d'abord, bien sûr, auteur, n'est-ce pas? Et il est aussi dans le Salon du livre de Douala. On est à la 2e édition. Est-ce que cette année ou l'année prochaine, vous prévoyez d'organiser un nouveau salon? Oui, nous sommes à la 2e édition. C'est un événement qui a démarré en 2021. Et le maire de la ville de Douala a estimé qu'il fallait l'organiser tous les 2 ans. Donc, on a une 2e édition en 2020. D'accord. OK. Prévu en novembre 2025. Prévu pour novembre 2025. Mais toi qui es auteur avant tout, qui a écrit le journal d'un confiné, Pensée d'un amoureux des lettres, et c'est sur le discours du consommateur passif, les élites politiques du XXIe siècle qui nous dirigent. Pourquoi avoir décidé de vous lancer dans la promotion, dans ces salons? Je crois que l'idée est venue d'elle-même parce que Douala est une ville qui a vu naître de nombreux grands auteurs. Si on s'intéresse seulement au Grand Prix des lettres d'Afrique noire, on se rend compte que le Cameroun est le pays qui compte le plus de distinctions, avec, je crois, 14 ou 15, et que la moitié d'entre eux ont grandi à Douala. Je pense notamment à Emile Boum, à Jean-Ekele Matiba, je pense à Caliste Béala, je pense à Francis Bébé. Donc il y a de nombreux auteurs qui ont vécu, ont grandi à Douala. Et il était assez étrange qu'une ville, une aussi grande terre d'écrivains, pas un espace de promotion de la littérature créé par des autorités publiques. Je crois que c'est dans ce sens-là, dans ce contexte, que le Salon du livre de Douala est né. Parce qu'il y avait véritablement un besoin de créer un espace où les différents acteurs de la chaîne du livre se rencontrent et échangent autour des problématiques du livre. D'accord. Et comment ça se passe, la sélection des invités, de vos invités? Est-ce que ça concerne uniquement les Camerounais ou ça embrasse tout le monde? Non, non. Il est vrai que c'est un événement qui a commencé en 2021 et comme toute vie humaine, il y a des étapes. La première étape, on a à ramper et puis on va marcher ainsi de suite. Donc au tout début, nous étions avec des auteurs camerounais dès la première édition. À partir de la 2e édition, on a commencé à avoir des contacts avec des auteurs étrangers, aussi bien africains qu'occidentaux. Et je pense qu'au moment de la 3e édition en 2025, on aura des auteurs étrangers, certainement. Nous sommes déjà en contact avec un certain nombre d'acteurs, en partenariat avec des associations comme la Fondation Afrique Avenir, qui a dans son répertoire, a des auteurs qui viennent du Canada, qui viennent de France, qui viennent d'Allemagne. On est en train de réfléchir à internationaliser le festival avec des auteurs venant d'autres pays. C'est une préparation qui est en cours. D'accord. Merci, Dariel. Et donc, on vient avec Rosny, et je crois que c'est la 3e édition du festival, du FILIGA, le Festival international du livre et des arts du Gabon. Alors, Rosny, récemment, on va dire en 2023, 2023, je pense bien, dans 2024, tu as organisé la 3e édition. Alors, les retours, Rosny? Oui, Lorkide, merci encore. Nous avons organisé la 3e édition donc au mois de mai dernier. Et quoique actuellement, nous nous penchons déjà sur la 4e édition qui aura lieu en mai prochain, donc en 2025.
Et chaque année, l'organisation de ce festival, donc du Festival international du livre gabonais et des arts, ça nous contraint toujours et toujours, disons, à plusieurs difficultés et autres. Je crois que ma consoeur Ide Rosine, qui venait tout justement de célébrer le livre à Nantes, en sait quelque chose. Les retours sont toujours positifs parce que les gens, lorsqu'ils viennent, nous essayons à notre niveau en tant que promoteurs culturels de travailler leur notoriété, travailler leur visibilité, permettre à ce qu'il y ait un grand champ, disons, d'exposition et de vente de livres. Les gens ne pourront ou ne peuvent qu'être contents, ne peuvent être que satisfaits de ce que nous faisons, et surtout dans nos pays tropicaux où généralement les gouvernants ont du mal à encourager, disons, les promoteurs à promouvoir le livre. Donc, lorsque ces événements qui semblent être rares ici en Afrique, surtout centrale, donc lorsqu'on organise, c'est tout à fait normal que les retours soient aussi bien positifs, quoique le promoteur, lui, il en ressort souvent avec beaucoup de, disons, voilà, de balafres, quoi, voilà. D'accord. Merci. Donc, on va faire le tour. On va faire le tour de table. On va commencer par Rosine. Moi, je vais comprendre, en fait. Bon, Rosine, tu es à la 9e édition. Et on a Dariel qui est avec le Salon du Livre de Douala, qui n'est qu'à la 2e édition. Rosny qui est à la 3e édition. Donc, pour Rosny et toi, c'est chaque année. Chaque année, vous avez décidé. Mais chez Dariel, c'est chaque 2 ans. Donc, on va commencer par Hydrosine. Pourquoi chaque année? Est-ce que tu as réellement un soutien institutionnel quelconque? En fait, quand on commence un événement et lorsqu'on est seul à organiser, c'est-à-dire que faut savoir que notre festival, avant le salon parisien du livre, était le seul festival de littérature africaine en France. Et c'est vrai qu'au départ, on n'a vraiment pas mesuré l'ampleur que ça allait prendre. Et quand on a fait la première édition, c'était vraiment, vas-y, on fait un truc où on met trois, quatre auteurs et tout ça, ça va le faire, tu vois. Et dès qu'on fait la première édition, on finit la première édition, je me rappelle, mon grand frère vient me voir, il me dit, par contre, là, il va falloir continuer. Je dis, pourquoi? J'ai fait, c'est bon, je suis pas obligé de continuer. Il me dit, non, il va falloir continuer parce que là, ce que tu as lancé là, et en plus, il m'avait fait une très belle vidéo de promotion. Il me dit, ce que tu as lancé là, moi, je vais partager. Et il travaille justement avec certains, il travaille avec des auteurs parce qu'il fait une émission littéraire, justement, il est réalisateur d'émissions littéraires. Et il me dit, si moi je partage ça, il faut être sûr que l'année prochaine, il faut que tu refasses. Et il faut savoir que moi, je ne viens pas du monde littéraire. Je suis pas auteur, je suis pas écrivain, je suis pas, voilà. Donc, je viens vraiment d'un monde où, voilà, il y a moi, je suis dans l'événementiel, donc rien à voir avec la littérature. Et je commence à cogiter, à me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Comment est-ce que je m'en sors maintenant? Et puis, voilà, et puis de fil en aiguille, je me connecte avec des auteurs, des éditeurs, des diffuseurs, des bénévoles, des personnes qui veulent bien m'accompagner. Et c'est comme ça qu'on arrive à la 9e édition. On n'a toujours pas de soutien institutionnel, il faut le dire, mais je pense que c'est une volonté aussi pour moi et pour toutes les personnes qui m'entourent de pouvoir justement continuer la promotion des littératures africaines parce que il n'y a pas beaucoup d'initiatives. C'est maintenant, vous voyez que moi, je suis à la 9e édition. Je crois que je suis un des plus vieux festivals de littérature africaine.
Et les autres, ils sont à la première, à la deuxième, à la quatrième, tu vois, le salon de Paris n'est que à la troisième, à la quatrième édition cette année. Il sera à la quatrième édition l'année prochaine. Donc, tu vois que moi, je suis devant tout le monde, en fait. Mais je n'ai toujours pas de soutien institutionnel. D'accord. Et Dariel, on vient vers toi. Je me permets le tutoiement. Alors, toi, tu as décidé chaque 2 ans. Pourquoi? Alors, j'aimerais faire une précision. Le Salon du livre de Douala est organisé par la ville de Douala. Ce sont les pouvoirs publics locaux qui l'organisent. J'interviens simplement au niveau de l'organisation. Mais c'est la communauté urbaine, maire de la ville qui l'organise. Il est pris en charge à 100% par la ville de Douala. Et le maire, en raison certainement des moyens disponibles, qu'on pouvait l'organiser tous les 2 ans et pas chaque année. Cela tient certainement des contraintes qui sont les siennes. Je crois que le plus important, c'est que la ville de Douala a désormais un salon, ce qui n'existait pas avant, et que désormais, tous les 2 ans, il y a un rendez-vous très attendu, durant lequel les auteurs, les illustrateurs, les lecteurs, les imprimeurs se réunissent pour échanger autour du livre et autour des thématiques sur lesquelles les pouvoirs publics doivent se pencher pour améliorer l'écosystème. Bien sûr. Merci, Dariel. Et Rosny, on vient vers toi. Soutien institutionnel ou privé, comment ça se passe? Les gens savent que c'est une initiative personnelle d'abord. Oui, il faut le rappeler que déjà je tenais à féliciter Ide Rosine qui est désormais à sa, je crois, 9e édition et qui l'année prochaine sera à la 10e. Waouh, félicitations. L'initiative, comme tu le disais, l'orchidée, personnel, oui, tout part d'un constat parce que dès lors que, c'est vrai, j'écris depuis plus de 22 ans, mais dès lors que j'ai commencé à être invité un peu dans plusieurs salons à l'international, mais il arrivait de ce que l'on se questionne souvent, où on pose des questions de savoir quel événement majeur avons-nous ici au niveau du pays. Et alors là, on va pas mentir tous les jours, donc il va forcément arriver un temps où on va se déterminer, s'engager, dire bon, ok, d'accord, il faut que je fasse quelque chose. Mais généralement, lorsque on se décide de faire quelque chose, c'est pas parce qu'on a de l'argent ou on a des moyens suffisants, mais on le fait par vraiment passion et par volonté surtout. Et lorsque on se dit ok, d'accord, je m'en vais essayer. Et lorsqu'on s'essaye, après, on réalise que je pense que c'est... Voilà. Donc, lorsqu'on est pris au piège, c'est qu'on n'a plus envie d'arrêter. On n'a plus envie d'arrêter. Quoi que l'on sort de là souvent fâché, parce que comme Rosine disait tout à l'heure, il y a des fois où tu sors de l'événement, tu dis, bon, ok, d'accord, j'arrête. Alors, voilà, tu peux pas arrêter tu peux pas arrêter parce que si tu arrêtes, c'est pas bon et puis c'est un enfant que tu viens de mettre au monde, il faut l'entretenir, etc. Et après, on ne sait pas ce qui nous prend de relancer encore malgré le fait qu'on ait parfois quelques dettes à régler. Et donc c'est ça, en quelque sorte, cela apparaît comme une petite drogue, mais on comprend. C'est aussi cette passion parfois qui nous anime, surtout lorsque on est vraiment en train d'écrire ou de commettre une œuvre et puis voilà quoi, les nuits blanches que l'on passe. Donc je crois que c'est cette passion qui nous anime aujourd'hui et qui on va dire quoi, qui témoigne de ce que on a du mal à arrêter. Et aussi, je me suis dit, mais c'est vrai, je peux passer à la biennale comme
le cas institutionnel du Cameroun, c'est notre référence aujourd'hui. Je crois que à un moment donné, on quittera sur la peau d'intervenants et on va devenir aussi on posera des questions à notre frère qui il pourra nous partager l'expérience du Cameroun, des autorités institutionnelles du Cameroun qui se battent et surtout qui se sont promis de promouvoir cet événement. Maintenant, basculer à la Biennale, c'est un peu trop tôt pour moi. Parce que je suis pas encore, en fait, moi, je crois que je suis pas encore mature. Hein. Donc, l'événement, le Filiga n'est pas encore aussi mature pour ça, pour basculer à la Biennale. Donc, pour l'instant, on essaie de fidéliser, disons, nos auteurs et aussi bien quand on sait qu'il y a plusieurs entreprises ou organismes internationaux qui ne peuvent vous faire des petites promesses de soutien que lorsque vous auriez acquis une certaine expérience. Donc, c'est pour cette raison que l'on se dit, mais on va essayer d'avancer peut-être 2, 3, 4 ans, 5 ans, et avant de se résoudre peut-être à basculer à la Biennale si cela plairait, auquel des cas, on pourra toujours et toujours garder disons, cette tendance annuelle comme le cas Rosine, et peut-être elle nous partagera certainement des secrets. Comment fait-on pour arriver à 9 éditions? Merci. Bon, on va d'abord. Oui, Rosine. Ouais, je veux juste répondre par rapport à ce que Rounia a dit. En fait, c'est contrairement par exemple à Dariel, nous sommes promoteurs, alors que c'est Dariel, il travaille pour le festival. Donc, nous, en fait, je partage le même sentiment que Ronnie, c'est que quand tu fais la première édition, tu as la pression de la deuxième, et tu te dis, si tu arrêtes, il y a les gens derrière qui te guettent et qui te disent, ah, il faisait que le bruit, donc il va arrêter. Tu vois? Mais Rosine, est-ce que c'est pas d'abord quelque chose c'est pas d'abord un défi personnel avant de regarder l'extérieur? Oui, mais c'est ce que je dis, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est d'abord un défi personnel de se dire, il faut qu'on y arrive, mais en même temps aussi, il y a des gens à côté, il y a autour, hein, il y a les petites voix qui sont là, qui disent, si tu arrêtes, donc tu faisais seulement le bruit là, tu fais tu vois. Et donc, du coup, nous, on a cette pression-là de se dire, il faut qu'on continue. Et aussi, par rapport au fait qu'il dit qu'il faut atteindre une certaine expérience, une certaine maturité du projet pour pouvoir justement passer à la biennale ou pouvoir être financé par des institutions. Ça aussi, c'est vrai. Parce que à la 6e édition, on nous a demandé pourquoi est-ce qu'on ne passe pas à la biennale. Moi, en fait, étant la promotrice de l'événement, moi, je répondu que si je passe à la biennale, on va nous oublier. Parce que à ce moment-là. Non, ce sera le nom, bien sûr, de la biennale qui sera devant et vous derrière, bien sûr. Pardon? Je dis, ce sera le nom, voilà, de la biennale qui va primer par rapport à vous. Oui, en fait, à la 6e année arrive le Salon du livre africain à Paris. Donc, nous, on était à la 6e édition. Eux, ils arrivent. Et eux, ils sont accompagnés justement par la mairie du 6e arrondissement à Paris. C'est-à-dire que c'est la mairie de Paris qui organise ça. Donc, ils ont les moyens. Donc, ils mettent tous les moyens tu vois, ils ont pris. C'est-à-dire que nous, on nous a oubliés à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on n'était plus l'événement où les auteurs quittaient de ville en ville pour venir chez nous. Du coup, comme la plupart sont à Paris, ils sont restés tous à Paris. Et je me rappelle, on nous a demandé pourquoi vous ne faites pas tous les 2 ans. Il dit que non. Vous voyez, il y a le salon de Paris qui est arrivé. Si on commence à faire que 2 ans maintenant, déjà qu'on est très petit, on n'est pas financé, on n'a rien, on va nous oublier. Bien sûr, je comprends. Donc, voilà, il y a une question là avec Diane Anijom. C'était, voilà, l'une de mes questions, mais bon,
quels sont les facteurs qui déterminent le choix des auteurs invités dans les festivals littéraires que vous organisez? On va continuer avec Rosine d'abord. Donc, quels sont les facteurs qui déterminent le choix des auteurs invités dans les festivals que vous organisez? Quand on a commencé, franchement, il n'y avait pas de critères particuliers. C'est-à-dire qu'on recherchait des auteurs qui étaient disponibles. C'est à partir de la 4e édition qu'on a commencé à mettre en place des thématiques. Et sur les thématiques, justement, on invitait les auteurs selon ou pas la thématique. Si on prenait par exemple le thème de l'exil, par exemple, on a invité Nemrod parce qu'il a écrit beaucoup là-dessus. On a invité Abdelaziz Baraka Sakin parce qu'il a écrit beaucoup dessus. Mais à côté, il y a des auteurs qui n'ont pas écrit dessus, mais qu'on trouvait aussi qu'ils pouvaient être à même à venir échanger sur les thématiques justement autour de l'exil. Et c'est pareil pour cette année, on est parti sur de nouvelles voies émergentes et on a invité Jean-Aimé Dibakana Makessi qui venait d'avoir 2 prix et nous sommes dit si avec ces prix il compte parmi justement les voies émergentes des littératures africaines. C'est comme ça qu'on fait la sélection, en fait. D'accord. Et Rosny, comment ça se passe de ton côté? Oui, donc de mon côté, déjà la première édition, lorsqu'on rentre dans le bain, on s'est dit, mais ok, d'accord, j'organise, on n'a pas encore une expérience, et là, tu te souviens qu'à la première édition, j'ai reçu 12 pays internationaux avec 32 invités. Voilà, il fallait les loger, les héberger, etc. Et la fête fut belle, comme le témoignent déjà les différents rapports. Mais après, à mesure qu'on avance, on se dit, mais ouais, c'était un peu trop, c'était le choc. Et qu'est-ce qu'on fait? On essaye, et tout à l'heure, je crois, Rosine l'évoquait subtilement. Si vous avez remarqué depuis la 2e édition, la 3e aussi, je vais sur la base de l'appel à communication. Donc, on s'est rendu compte qu'on invitait des personnes, le cas par exemple des 32 invités à la première édition du FIDICA. Parmi tant, on se rend compte que les gens sont programmés dans les tables rondes, mais après, il y a peut-être qu'une dizaine qui participent. Le reste, ils viennent pour faire le tourisme, ils viennent visiter la ville. Aux heures de débat, aux heures des échanges, de conférences, les gens sont à gauche, à droite, ils se font des photos, etc. Après, on a compris que c'est vrai que on encourage, on favorise autant pour moi le tourisme culturel, mais cela en est un peu trop. Et donc, nous avons initié, nous lançons l'appel à la communication où il y a des thématiques que nous retenons. Et ensuite, le champ est libre aux uns aux autres de postuler parce que on n'aimerait peut-être pas faire le choix sur certaines personnes ou certains auteurs au risque que l'on ne mette sur nous l'accent discriminatoire. Voilà, donc on laisse l'appel à candidature ouvert et ensuite les intéressés, ils vont nous fournir des résumés et après, il y a un comité scientifique qui est là, qui va éventuellement juger, déterminer qui est apte ou qui peut réellement venir parce qu'il faut venir, vous venez, il y a l'organisation qui est là, qui s'y attelle, qui essaie de se sacrifier, mais voilà, la part belle serait la contribution éventuellement aux différentes activités de l'événement. Donc, chez nous, pour me résumer, il n'y a pas de critères, disons, définis ou prédéfinis, mais plutôt l'appel à communication qui permet à ce que des personnes se déterminent et se choisissent. D'accord. Et Dariel, j'aimerais avoir la thématique de la 2e édition du Salon du livre de Douala. Alors, la 2e édition, c'était le livre comme facteur de croissance et d'épanouissement.
D'accord. Le livre comme croissance des facteurs. Comme facteur de croissance et pour le changement et d'épanouissement. le développement. D'accord. Mais Dariel, au niveau du salon du livre, avant de te demander comment vous faites le choix des auteurs, est-ce que tous les Camerounais sont invités? J'aimerais d'abord savoir pourquoi toi tu as décidé de travailler avec la Biennale? Pourquoi tu t'es lancé dans ce projet? Alors, je me suis lancé dans ce projet parce que je crois fermement que le développement socio-économique ne peut pas se faire sans le développement des esprits. Et l'instrument de base pour développer les esprits, c'est le livre. Donc, je crois fermement qu'il faut être capable de vulgariser la pratique de la lecture afin que de plus en plus de personnes aient des connaissances leur permettant de transformer leur environnement. C'est pour cela que je D'accord. suis un projet en lien avec le livre. Alors, la question qui m'a été posée, bon, avant d'y répondre, j'aimerais d'abord réagir à ce que Ida a dit tout à l'heure concernant la concurrence. J'aimerais lui transmettre tous mes encouragements et toutes mes amitiés parce que j'ai moins vu ces derniers temps le nombre de festivals en France, notamment en lien avec la littérature noire. Je pense qu'il y a beaucoup à faire et je la félicite parce que faire 9 ans, étant, je vais pas peut-être pas à fond propre, mais en tout cas en n'ayant pas de partenaire, ce n'est vraiment pas évident. Et il faut avoir une Ouais. certaine passion pour le faire pendant autant d'années. J'espère pouvoir tenir aussi longtemps. Ça Tu vas ira bien sûr. tenir plus que toi, tu as une institution autour de toi. Tu peux tenir. Tu as le soutien, ça va aller. Ben alors, comment se Alors, passe le choix des auteurs? bon, pour le choix des auteurs, étant donné que nous sommes encore un jeune salon, généralement on met l'emphase sur la qualité, on va dire quoi, médiatique des ouvrages pour pouvoir attirer le plus de monde possible. Parce que le livre, il a beau être un bien culturel, il est d'abord un produit. Et en tant que tel, il faut pouvoir qu'il soit vendable, qu'il puisse attirer les gens. Pour la première édition, nous avions eu le privilège d'avoir comme auteur Madame Djali Amadou Amal, qui est le prix Goncourt des lycéens 2020. Donc, elle avait eu beaucoup de succès à l'international et on s'était dit que ce serait une très bonne chose de la voir. On avait eu ce privilège-là. Pour la deuxième édition, nous avons eu une auteure, Madame Danielle Eyango, qui a écrit Quand les racines chantent. Cet ouvrage a été désigné meilleur roman de l'année 2023 lors d'une cérémonie organisée par le ministère des Arts et de la Culture. Donc, on met généralement l'accent sur des succès de librairie qui vont pouvoir attirer des auteurs et attirer des membres de l'univers du Les livre pour qu'on lecteurs puisse. aussi. Dans la réalité, on met l'accent dessus. D'accord. Véritablement. Donc, pour la première édition, c'est la seconde édition, vous avez mis l'accent sur la notoriété des auteurs. Donc, les auteurs un peu plus lus, les auteurs primés et tout. Maintenant, on va revenir un peu sur les thématiques, le choix des thématiques. Comment ça se passe? Donc, on a fait avec les auteurs, vous avez expliqué, mais le choix des thématiques. Par exemple, tu avais comme thématique Nouvelle voix émergente. Rosny, lui, il était avec écrire l'histoire, etc. Et je voudrais savoir comment cela se passe, le choix des thématiques. Est-ce que c'est personnel? Est-ce que vous avez un comité à qui vous soumettez, voilà, les différentes thématiques avant qu'une thématique ne soit retenue? Bon, on va commencer avec Id. Oui, on a un comité d'organisation. On a un comité D'accord. d'organisation et on a le comité de programmation qui propose justement des thématiques et qui est soumis au comité d'organisation. C'est-à-dire on laisse le comité de programmation proposer, la commission de programmation proposer des thématiques et ensuite justement on en discute justement au comité d'organisation et c'est comme ça qu'on valide une thématique qui nous parle. C'est-à-dire la thématique aussi quand on la sélectionne, on va se dire quel auteur, en fait, on peut inviter en tête d'affiche par rapport à cette thématique-là. D'ailleurs, on fait directement le rapport avec les auteurs
auteurs eux aussi. Et donc, on s'est dit, OK, d'accord, si c'est une nouvelle voix émergente, qui est-ce qu'on voit là-dessus? Et on commence directement à sélectionner même les auteurs à partir de la sélection de la thématique. Bien sûr. Okay. Rosny? Oui, l'orchidée, pour moi, l'élément capital pour un événement, c'est la thématique. Voilà, c'est l'élément le plus attrayant. Et chez nous, nous jouons avec l'environnement, donc l'actualité. Lorsque l'on remonte à la première édition de notre festival, vous conviendrez que nos thèmes sont toujours en phase avec l'actualité et sinon avec l'environnement, avec le contexte même social, disons, du pays. Voilà. Et donc là, nous blaguons pas, nous travaillons vraiment assez. Sur les thématiques. Nous prenons beaucoup de temps, voilà, c'est-à-dire que dès lors que nous bouclons avec une édition, aussitôt nous plongeons. La première chose laquelle nous essayons de nous focaliser, c'est de trouver une thématique qui soit attrayante. Et contrairement à la consoeur Rosine qui fait dans l'événementiel et d'Ariel qui est le bras séculier de l'institution. Nous, on n'a pas des moyens colossaux en fait, pour choisir une thématique en fonction d'un auteur que nous aimerions ou peut-être inviter. Non, nous trouvons des thématiques, nous fabriquons des thématiques et à ce moment, les auteurs viennent vers nous. Voilà. Donc, toi, vous, avec l'OFINA, vous choisissez une thématique et vous faites l'appel à participation. Chacun viendra en auteur prendre part à voilà, l'appel à texte, contribuer aux différentes rondes. Oui, c'est-à-dire, nous faisons le choix c'est sur la base des propositions, hein, plusieurs propositions, puisque nous avons un comité scientifique aussi. Donc, nous faisons plusieurs propositions de thématiques et ensuite, il y a une thématique qui va être retenue et c'est celle-là qui va nous permettre de rédiger notre projet N+1. Et vous conviendrez également que au-delà de la thématique centrale, puisque nous allons désormais sur la base de l'appel à la communication, il y a plusieurs autres sous-thèmes qui sont aussi insérés et que nous énumérons dans notre appel à la communication. Donc, c'est un travail, à mon sens, aussi, c'est la partie la plus dangereuse et la plus subtile, c'est celle de la conception et ou du choix de la thématique ou des thématiques qui feront office pour l'édition N+1. Je suis d'accord. Avant que Darien n'intervienne, je suis d'accord avec Ronnie. C'est en fait, il faut faire attention aussi au thème qu'on choisit. Et il faut faire attention aussi également aux sous-thèmes qu'on choisit. Parce que quand on a une grosse thématique, nouvelle voie émergente, en fait, on n'a même pas discuté de ça. Parce que tous les sujets sur lesquels on a discuté, il y avait un sujet pareil en jeu des festivals littéraires. Ça, on a eu ce sujet-là, en jeu des festivals littéraires. On a eu plusieurs autres thèmes sur comment on dit, sur les enjeux justement de la diffusion des livres qui n'a rien à voir avec justement une nouvelle voie émergente. Mais comme quand on a choisi une nouvelle voie émergente, c'était justement pour avoir pour savoir quel auteur on met au-dessus justement en fait, quel auteur on va mettre sur les thématiques là, mais on n'a pas discuté des thématiques des nouvelles voies émergentes en fait. D'accord. Et je pense qu'on va continuer à fonctionner comme ça en fait. On va continuer à fonctionner comme ça, avoir un thème qui justement peut nous permettre d'avoir des auteurs,
Et après, en dessous, on a des sous-thématiques pour justement engager des débats, des discussions, des échanges. D'accord, et on vient chez Dariel. Alors, Dariel, le choix des thématiques. De cette thématique, ne me fais pas croire que c'est la Biennale aussi qui a décidé sur le choix de la thématique. Non, La vie de Douala qui disons, décide. Le maire qui décide. non, ce n'est pas le maire. C'est vrai que c'est l'activité territoriale qui l'organise et de ce point de vue, la démarche est administrative. On D'accord. essaie de, parce que le reproche qu'il est souvent fait aux administrations publiques, c'est de ce Problème des réseaux. Je pense qu'il est, il est revenu. Mais Ronnie, tu as la tête à l'envers là. Osné, tu peux essayer de retourner ta caméra. Il est bloqué. Tu n'as pas vu que le même il est bloqué. Son réseau aussi a. Alors, je disais que nous avons. Allô? Oui, on t'entend. Oui, on te... Je dis, on essaye d'impliquer au maximum les acteurs du monde du livre. Donc, il y a un groupe de travail dans lequel on retrouve évidemment les responsables de la ville de Douala, mais également des représentants des éditeurs, les représentants d'associations littéraires, des représentants de libraires. Et c'est donc avec cet ensemble de personnes-là que l'on décide non seulement du thème, mais également des thématiques à aborder lors d'abord des rencontres dédicaces, mais également des tables rondes. C'est-à-dire, on définit ensemble quels sont les différents sujets des tables rondes et on travaille aussi ensemble sur les différents membres des panels. De telle sorte que c'est de manière qu'on décide, par exemple, si on se dit qu'on a un thème sur le rapport entre le livre et le développement scientifique, c'est ensemble qu'on décide des panélistes. Est-ce qu'on va prendre des chercheurs d'université? Est-ce qu'on va prendre des auteurs qui sont dans le développement personnel, ainsi de suite? C'est vraiment une approche collégiale qui permet à la fin d'avoir le programme de l'événement avec les différents panélistes, les différents thèmes, les différentes activités même. Parce qu'on peut avoir par exemple des jeux concours, on aimerait savoir sur quoi il faut insister. Donc c'est véritablement une approche participative qui fait en sorte que tous les acteurs de la chaîne du livre puissent contribuer et que ce ne soit pas le salon de la ville de Douala, mais le salon de Douala. De Douala, bien sûr. Mais je vais, voilà, tu viens de mentionner quelque chose, les jeux concours, et on mentionne ici qu'au Filiga, il y a le concours d'écriture, voilà, au festival aussi, des littératures africaines aussi, il y a le concours d'écriture, et à Douala aussi, donc le salon du livre de Douala aussi, il y a un jeu, voilà, concours d'écriture, n'est-ce pas? Il n'y en a pas de pour Douala, est-ce qu'il y a un concours d'écriture aussi? Dariel, tu m'entends? Oui, oui, effectivement, nous avons un concours. En réalité, nous avons même plusieurs concours. Mais je vais essayer d'y aller de manière schématique. D'accord. Le salon, nous avons 3 concours adressés aux collégiens et aux lycéens. C'est-à-dire c'est pendant le salon qu'ils viennent pour le concours de dictée, pour le concours de lecture à voix haute et pour le concours de poésie. C'est-à-dire qu'ils viennent sur le site et puis il y a des encadreurs, des membres du jury qui vont les évaluer. Mais en dehors de cela, on a une activité phare qui débute bien avant le salon en lui-même. C'est un concours littéraire qui est adressé aux jeunes de 18 à 35 ans. Donc le règlement du concours est généralement publié des mois avant le salon pour permettre à ceux qui veulent d'envoyer leur texte par mail. Il y a un membre du jury, un jury qui est constitué qui reçoit tous les textes, qui a des mois pour pouvoir évaluer les différents textes. Et les 10 meilleurs textes font l'objet d'un recueil de nouvelles. Donc, c'est ce recueil-là qui a le temps d'être édité et qui est présenté pendant le concours et pendant le salon du livre. Et c'est durant le salon donc qu'on présente le recueil et qu'on prime les 3 meilleurs. D'accord. Un peu comme, bon, c'est la même démarche avec le concours d'écriture chez Rosine. Oui, tout à fait.
On a lancé le concours d'écriture à la 4e édition, effectivement. Et c'est depuis la 7e édition qu'on prime en termes d'édition les textes. La première édition a été primée par les éditions, il faut que je me rappelle du nom, j'ai un problème de nom, pour la 7e édition. Et l'année dernière, justement, on a Les éditions plus. primé 10 lauréats et qui cette année va être édité en e-book par la plateforme Madon, qui est une plateforme numérique justement de vente d'ouvrages et qui justement est en train de développer la partie e-book. Et cette année également, les 10 premiers seront justement édités sur la même plateforme Madon. D'accord. Donc, si je comprends bien, juste pour réitérer, cette année, il n'y a pas eu en fait de livre physique? Non, il y a eu le livre physique que à la 7e édition. D'accord. On a eu le livre physique à la 7e édition parce qu'on était en partenariat avec un éditeur et qui avait choisi, lui, de faire éditer le livre papier. Et l'année dernière, pour cette année, on a eu un éditeur numérique qui, justement, a choisi de nous faire des éditions numériques, en fait. Bien sûr, d'accord. Donc, ma question, on va un peu parler du concours d'écriture avec le Filiga Rosny. Avec Rosny, c'est donc tous les genres. Donc, la différence, c'est que Rosine, elle, c'est la nouvelle. Voilà, sur la nouvelle. Et chez Dariel, on retrouve tous les genres. Et chez Rosny, on retrouve tous les genres. Il y a le roman, la poésie. Oui, Dariel? Je vais préciser après. Vas-y. D'accord. Donc, Rosny, avec le concours d'écriture, comment ça se passe? Oui, avec le concours d'écriture, ça dit qu'on s'est rendu compte que déjà il n'y en a pas assez ici au niveau disons, du pays, un peu comme ailleurs, où à chaque fois il y a toujours et toujours des petits concours d'écriture ici et là, tandis que nous avons plusieurs jeunes auteurs en herbe qui font du bon boulot. Et on s'est décidé à partir de la 2e édition de lancer parallèlement à l'événement festival, donc le concours d'écriture aussi. Et nous embrasons quasiment tous les genres littéraires. Et la différence peut-être avec nous, c'est parce que on accepte aussi bien les œuvres, disons, inédites que d'autres qui sont que celles éditées. Voilà. Donc pour celles, par exemple, pour les œuvres qui sont éditées, donc vous voyez, vous comprendrez qu'il n'y a pas grand chose à faire après, voilà, si ce n'est que le prix, les premiers. Et ensuite, pour les quelques tests que nous recevons, disons, les tests inédits, et voilà, nous, le Filiga a des partenariats avec plusieurs maisons d'édition, donc nous orientons simplement ces lauréats-là ou ces meilleurs tests-là auprès de ces éditions afin de faciliter l'édition de ces jeunes auteurs. C'est ce que nous faisons jusque-là. Et peut-être que à mesure que nous avancerons, si jamais nous parviendrons à rassembler un peu beaucoup de tests, parce que généralement, souvent, on arrive à recevoir près de 100 et quelques, 100 et plus, voilà, des candidatures, mais souvent les tests ne sont pas des qualités, quoi, voilà. Et lorsque les tests ne sont pas des qualités, on ne va pas aussi les éditer, voilà. Donc, on espère que ceux qui se prêteront à cet exercice pendant cette édition, parce que nous avons également déjà lancé aussi le concours d'écriture, et que si on reçoit des meilleurs tests, voilà, on pourra toutefois envisager peut-être une édition à compte du Filiga, mais toutefois, nous les orientons beaucoup plus, c'est-à-dire outre le prix, outre le trophée,
outre la somme qui est due, mais nous les orientons de plus en plus vers nos éditeurs partenaires. D'accord, Rosny. Donc, on va donner la parole à Ide, qui a une question. Il y a une question pour toi de la part de Diane Annie Jombe qui dit, Madame Ide Rosine de Mega, j'aimerais savoir quelle est votre réelle motivation à organiser un festival littéraire sous les étant donné que votre fonctionnement, étant donné que vous fonctionnez sous vos fonds propres. Il y a quelqu'un qui lui a déjà répondu que j'ai dit que c'était la passion. D'accord. C'est non seulement de la passion, mais également, en fait, depuis la 6e édition, je ne suis plus réellement sur fonds propres. Parce que, en fait, on a réussi à mettre en place un système presque d'autofinancement. On fait le marché du livre. Le marché du livre, en fait, les stands sont payants par les auteurs qui ne sont pas invités et par les éditeurs, en fait, qui souhaitent justement, pas les éditeurs, pas les distributeurs, qui souhaitent justement mettre en avant leurs auteurs ou leurs livres. Et donc, c'est juste une petite partie, mais depuis justement la 6e édition, je veux pas dévoiler tous mes secrets, mais je ne prends plus de l'argent dans mes poches pour pouvoir justement mettre sur le face. Cette année, j'ai failli. Cette année, j'ai failli parce que c'était très tendu, mais on a quand même réussi à s'en sortir sans que je n'ai à mettre les mains dans les poches. Et en fait, c'est tous les ans de justement trouver les moyens de pouvoir avoir de l'argent pour pouvoir faire ce festival-là. Et que tout le temps, il faut que je réfléchisse à à ce que je veux mettre en place pour pouvoir gagner de l'argent, pour que l'association qui organise ça puisse gagner de l'argent et puisse justement organiser ce festival. Donc, en fait, les activités de l'association, en gros, vont tourner à la finalité de se dire, est-ce que si je fais ça, est-ce que si on met telle action, est-ce que si on fait tel projet, est-ce que ça va nous donner suffisamment d'argent pour pouvoir garder un peu et faire le festival à la fin, en attendant, parce que le festival, c'est notre dernier événement de l'année. Et en attendant d'avoir une subvention qu'on demande tous les ans, hein, ça c'est sûr, on demande à la ville demande tous les ans, on n'a pas. Mais en attendant, on fait des demandes tous les ans. Et on essaie aussi d'avoir des partenaires, tu vois, comme Madong cette année, il nous a depuis l'année dernière, avec l'e-book, il nous a fait ne pas dépenser de l'argent pour pouvoir éditer un e-book. Ouais, il a pris en charge, donc ça fait une charge à moins. Yes. On a les librairies partenaires qui nous mettent qui mettent à disposition justement des ouvrages. Et sur notre librairie, par exemple, la librairie éphémère qu'on met en place, les auteurs qui peuvent pas être là, les éditeurs qui peuvent pas être là, se mettent sur notre librairie éphémère et nous, on prend un pourcentage sur les ventes. Et donc, on a commencé à développer justement des astuces pour pouvoir justement mettre en place pouvoir avoir un peu pour pouvoir s'autofinancer. D'accord. Mais Rosny, est-ce que toi aussi, c'est seulement la passion, comme tu as dit au début? Oui, mais d'autant que nous investissons. Puisque lorsqu'on organise sous fonds propres, c'est que ce sont parfois ces fonds, ces économies que l'on met en exergue. Donc, vous comprenez que c'est la passion. C'est vrai, beaucoup vont s'interroger, qu'est-ce que tu as gagné derrière, qu'est-ce que tu gagnes. Beaucoup vont même, et puis, beaucoup vont te combattre en disant que ouais, certainement il gagne beaucoup, il fait quoi que ce soit, c'est pas trop. Mais par derrière, c'est vraiment une énergie que nous déversons et ce sont nos fonds propres que nous mettons. Aussi bien, il y a toujours des bienfaiteurs qui parfois
arrivent à nous épauler. Et là, sans subvention de l'État, bien sûr, voilà, des gouvernants. Et maintenant, à mesure que nous avançons aussi, on essaie de réfléchir comme notre consoeur Rosine, c'est-à-dire développer des activités qui pourront faciliter ou réduire surtout les charges. Voilà. Donc, chaque jour qui passe, nous réfléchissons sur comment basculer un peu dans l'industrie créative. Voilà, l'industrie culturelle et voir comment est-ce qu'on pourra aussi minimiser ces coûts-là. Mais je vous assure, c'est vraiment au nom de la passion. Hein. Nous organisons au nom de la passion. Parce que si à chaque édition, après chaque édition, on sort de là avec de nombreuses dettes. Donc vous comprenez que qui va aimer ou adorer se faire ridiculiser, sinon se faire humilier souvent, parce qu'on a souvent des créanciers qui après il n'a rien en fait la personne n'a rien à foutre avec ce que tu verras bien dire, hein, voilà. Quoi que tu prennes des engagements, voilà, je travaille, je suis fonctionnaire, etc. Mais donc souvent c'est chaud. C'est vraiment le seul mot, hein, le maître mot, le seul mot, c'est la passion simplement. Mais à mesure qu'on avance, parce qu'on va pas aussi, on a des familles que l'on gère et sinon après on finira par crever. Donc maintenant à nous de réfléchir comme nous allons de temps en temps, je crois. Côtoyer Rosine qui va nous donner des astuces comment faire pour organiser les masterclass maintenant. Organiser un événement sans dépenser. Organiser un festival littéraire sans argent. On espère que vous allez pouvoir collaborer. Tout à fait, avec plaisir, ouais, surtout. On pourra peut-être avoir un festival de littérature africaine dans une première édition, pourquoi pas. Bon, il y a il a enlevé la question. Dariel est parti. Je pense qu'il avait quelque chose à dire. Et j'aimerais un peu savoir les défis que vous rencontrez chaque fois que vous organisez vos salons, ces festivals. Rosine, les défis. En fait, le premier défi, bien sûr, c'est de trouver de l'argent. C'est le premier défi qu'on a. C'est-à-dire que là, par exemple, on a le bilan ce soir. On fera le bilan, on va voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire. Maintenant, quand on va penser à la 10e édition, on va se dire où et comment on va trouver l'argent. Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour pouvoir trouver l'argent? Et ensuite, il faut trouver l'équipe l'équipe bénévole, parce que il faut remercier aussi toutes les équipes bénévoles qui travaillent autour du festival. Pour cette année, on avait Fatim qui était modératrice là sur ce festival, sur la Saplo. On a Swadou, on a Joël, on a Roland qui est au Bénin, on a Doris qui est au Canada. On a plein d'autres, on a Tania, on a Tessa, on a plein d'autres bénévoles. On a même une qu'on a sorti un nom spécial, partenaire bénévole familial. GVG. Ouais. GVG, notre partenaire bénévole familial, notre distributrice internationale du livre africain. Qui nous entoure en fait. C'est-à-dire, il faut trouver l'argent. Il faut trouver les équipes qui vont travailler là-dessus. Parce que chaque année, comme c'est des équipes bénévoles, elles vous donnent leur temps. Elles vous donnent 1 an. Et après l'année prochaine, il faut reconstituer une autre équipe pour pouvoir justement continuer. Et chaque année comme ça, il faut s'attendre à ce que les équipes ne restent pas parce qu'elles ne sont pas payées pour travailler sur ce festival-là. Et donc, souvent, il y a des bénévoles qui me disent, moi, je te donne juste le temps du festival et après, l'année prochaine, je suis plus là. Donc, il faut retrouver quelqu'un d'autre qui fait le même travail, qui assume justement, oui, le grand vide.
Bon, on a déjà mis la pression derrière. Il y a des gens qui mettent la pression derrière. Il y a donc des équipes en fait qu'il faut trouver. Moi, je pense que après l'argent, ce sont les équipes. Franchement, ce sont et les partenaires. Les partenaires aussi sont très, très importants. Les partenaires comme la librairie partenaire qui va vous fournir les livres sans que vous ayez justement à aller commander de vos fonds propres. Cet agent-là travaille avec une librairie en Nantes qui s'appelle la librairie Coiffa. On a le grand vide-grenier GVG qui est distributeur d'ouvrages qui a justement fourni notre ouais. Non, c'est pas bien grave. Merci beaucoup. Tellement de défis à relever. Vraiment, tellement des équipes. Il y a des partenaires également. Et il faut aussi aller trouver des sponsors qu'on n'a pas encore réussi à trouver pour l'instant, mais qu'il faut trouver. Donc, je vous dirais l'argent, les équipes, les partenaires, les sponsors qui vont ramener cet argent-là. Donc, c'est un cercle vicieux, en fait. D'accord. Roselyne, un mot dessus? Oui, je crois qu'elle a évoqué, Roselyne a évoqué le plan capital. Hein. Donc, c'est la ressource humaine, voilà. Parce qu'il faut une équipe très dynamique et il faut des personnes. C'est vrai, chez eux. Je dis chez eux parce qu'elle elle est en Europe. Donc, là-bas, au moins, la notion de bénévolat est prise à son premier degré, voilà, dans son vrai sens. Tandis qu'ici, souvent, généralement, nous sommes confrontés à la difficulté selon laquelle des personnes qui se portent, qui signent même des contrats de bénévolat, mais après, à la fin, ils vous zappent ou ils ne font quasiment rien, ils n'arrivent pas à fournir le service ou à être présent lorsque vous avez besoin d'elles, ces personnes. Donc, vous comprenez que c'est un défi capital, c'est-à-dire avoir une équipe très dynamique, une équipe qui est là, qui répond à vos attentes, mais aussi, là, je bondis quasiment sur la gestion des auteurs, voilà. Nous organisons des événements, comme on l'évoquait, à ce jour, sous fonds propres. Voilà, on peut être appuyé par un bienfaiteur qui nous accorde son soutien, on peut être bénéficiaire d'un espace quelconque, etc. Mais les auteurs que nous invitons, ce sont des confrères. Donc ces confrères-là, c'est vrai, parmi eux, peu sont des organisateurs d'événements, donc peu sont des promoteurs culturels. Maintenant, les promoteurs culturels, au moins, lorsqu'ils arrivent, ils sauront que oui, j'ai l'habitude d'organiser aussi, certainement que c'est un peu chaud, là, l'autre peut peiner à certains moments ou à certains niveaux, tandis que on se rend compte, à mesure que nous avançons, qu'on invite des confrères et consoeurs qui viennent pour se prévaloir d'un luxe sans pareil. Donc, au lieu que ce sont des visiteurs qui viennent ou qui nous montrent leur caprice, c'est par contre les confrères et les consoeurs qui deviennent des capricieux. Hein? Donc, il y a d'autres qui vont vous émettre pas mal d'exigences et autres, alors que au lieu de venir soutenir l'autre qui a le courage d'organiser un événement et surtout sous fonds propres, il prend ses fonds, il prive sa famille, il prive ses enfants, il vient, il met ses moyens en jeu pour vous rassembler, pour permettre à ce que vous ayez une visibilité, pour permettre à ce que vous vendez vos livres, pour permettre à ce qu'il y ait des rencontres, etc. Et lorsque vous venez, c'est pour compliquer la tâche aux autres, c'est pour vous mettre dans la phase d'arrogance, c'est pour... c'est terrible tout ça. Maintenant, les éditeurs aussi, pour bondir sur les éditeurs,
rebondis sur les éditeurs. Le plus souvent, non, mais Ronnie, il a complètement... le plus souvent chez les éditeurs, nous sommes confrontés au fait que déjà quasiment, nous mettons souvent à disposition, je peux dire, c'est de manière gracieuse, hein, parce que lorsqu'on demande à un éditeur pour 3 jours, hein, on fait un forfait de 3 jours avec au moins 9 mètres carrés, on dit à un éditeur, ok, d'accord, vous contribuez à hauteur de 20 000, ce qui ne fait même pas d'ailleurs le prix du stand en réalité. Et l'éditeur, il va arriver et il va encore chercher, il va aussi émettre des exigences, il va solliciter un sandwich. Vraiment, c'est complexe en fait. C'est complexe. Voilà, merci. Oui, merci beaucoup, Rosny. Rosny, ce sont les aléas. Non, donc, j'appelle même pas ça les aléas, en fait. C'est-à-dire ce que Ronnie dit est très vrai. Bien sûr. Parce que, en fait, on a toujours l'impression que c'est parce que c'est nous qui invitons qui sont capricieux. On dirait que, en fait, on dirait que c'est parce qu'ils savent que c'est nous, je sais pas, nos visas, qui sont capricieux. Je ne pense pas que lorsqu'ils vont dans des salons, par exemple, des salons, je sais pas, du livre de Paris, ils font autant de caprices. Je pense pas. Parce que tu vois même personne à qui tu vas faire la caprice. Tu vas faire la caprice à qui? Mais là, devant nous, mais les gars, ils deviennent des princesses. Ils disent, moi, je fais pas ça, je ne marche pas ici, je ne mets pas les pieds ici, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, je dors pas ici, je me lave pas avec l'eau froide, je me lave pas avec l'eau chaude. Donc, en fait, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai pris le temps, à chaque ouverture et à chaque clôture du festival, de préciser à tout le monde que on est bénévole et qu'on n'est pas financé. Et même si on était financé, le financement ne vous donne pas droit à faire des caprices. C'est-à-dire que il y a caprice et caprice. Vous voyez, il y a caprice et caprice. Vous n'allez pas dire parce qu'on a servi un plat et que vous n'êtes pas rassasié et qu'on doit vous servir un autre plat. Non. C'est pas, voilà. Si tu n'es pas rassasié, c'est ton ventre. C'est pas notre ventre. C'est pas, voilà, tu gardes la quantité qu'on t'a donnée. Et si on va pas te donner 2 plats parce que, voilà, où tu achètes, comme ça nous fait de l'argent dans les caisses. C'est comme ça. Et donc, tout ce que Ronnie dit, nous, on vit ça. Moi, je vis ça depuis la 2e édition. Parce que la première édition, c'était très facile. C'était vraiment soft. Et à partir de la 2e édition, j'ai compris que, en fait, si je ne suis pas strict avec mes invités, je me fais bouffer. Bien sûr. Je me fais bouffer. Parce que il y a des personnes, par exemple, tu les prends, par exemple, nous, quand on décide de prendre en charge, on prend en charge le transport, on prend en charge la restauration, on prend en charge l'hébergement. Et la personne qui vient ne nous donne pas de précision sur son heure d'arrivée. Et donc, nous, pour faire des économies, on va chercher le bien moins cher. Le bien moins cher, souvent à 6 h du matin. Tu es obligé de venir à 6 h parce que nous, c'est le moins cher qu'on a trouvé. Nous, on ne va pas te faire venir en première classe parce qu'on n'a pas les moyens. Et donc, il y a des auteurs qui vont te dire, ils vont t'appeler après pour te dire, ben oui, mais vous me faites venir à 6 h. Moi, je ne peux pas me lever à 6 h pour venir. Hein. Et dit, mais mon cher, c'est tout ce que nous, on a. On ne peut pas te donner plus. Donc, soit tu nous donnes ton horaire et si ça nous convient, on le fait. Si ça ne nous convient pas, on te dit qu'on ne peut pas. Et depuis quelques éditions, moi, j'ai appris à dire non. Quand ça ne me convient pas, je dis non parce que je ne veux pas me couper la tête. Je ne veux pas me coucher pour que tu marches sur moi pour arriver au festival. Si je ne peux pas, je te dis que je ne peux pas. Ce n'est pas dans mes moyens. Quand ce n'est pas dans mes moyens, j'arrête de me dire, ok, d'accord. Là, par contre, on ne va pas continuer. On va s'arrêter là. Et cette année encore, on l'a fait. Avec certains auteurs, on a dit, désolé, on s'arrête là. Bien sûr, des auteurs très exigeants, des invités qui demandent plus. Et donc, il y avait une question pour Dariel. Je ne sais pas s'il y a eu la réponse en commentaire. On demandait à une internaute qui demandait qui en est le nom du maire.
qui en est l'instigateur, son nom, et quels sont voilà, les différents défis que tu rencontres? Et avant d'y arriver, j'aimerais d'abord saluer Madame Diane Anchoum, celle qui a posé la question à Hydrosine. Elle est une des lauréates de la première édition du concours littéraire de la ville de Douala. Je voulais la saluer et également, je voudrais d'abord faire une petite précision concernant le concours littéraire de la ville. Il ne s'agit pas de tous les genres, il s'agit uniquement de la nouvelle. On demande à des Camerounais, peu importe leur zone géographique, de nous envoyer des textes entre 2500 et 3500 mots. Et la particularité de ce concours, c'est la volonté de valoriser la culture camerounaise, ou plutôt la littérature camerounaise. Parce qu'il n'y a pas de thème pour le concours d'écriture, mais on insiste sur généralement une phrase tirée d'un roman ou d'un livre d'un auteur camerounais. Lors de la première édition, c'était un extrait du livre de Mongo Betty intitulé Mission terminée. Et lors de la deuxième édition, c'était un extrait du roman La fille d'Agatha Moudio de Francis Bébé. Et pour répondre à la question de la dame, le maire qui a initié le salon du livre, c'est le docteur Roger Mbassandinet. Il est l'actuel maire de la ville, élu en 2020. Concernant les petits... La question précise, c'était quels sont les Quels défis? sont les différents, en fait, les défis récurrents? Les auteurs et les éditeurs, on doit quand même se féliciter du fait qu'il n'y a pas beaucoup de caprices. On n'a pas de princesse chez nous. Pour le moment. On peut s'en féliciter. D'accord. Maintenant, le défi, c'est être capable de drainer du monde à Douala. Quand je dis du monde à Douala, bon nombre d'éditeurs camerounais sont basés à Yaoundé. Donc, il est important pour nous d'aller vers eux à Yaoundé et leur expliquer l'intérêt qu'ils ont à venir à Douala, ne serait-ce que pour le salon. Lorsque nous avons participé au salon de l'industrie du livre de Yaoundé récemment, et même l'année dernière, ça nous a permis d'avoir des contacts avec eux, de leur faire savoir qu'il y a également des opportunités à Douala et de leur donner les arguments leur permettant de comprendre qu'ils doivent venir prendre des stands à Douala pendant le salon. C'est véritablement le sujet sur lequel nous sommes en train de travailler afin d'avoir le plus de partenaires originaires de Yaoundé parce que c'est là-bas que les éditeurs sont les plus nombreux. D'accord. Et Rosine, je peux mentionner le fait que toi, tu as un autre projet aussi à part Asprobi, et à part le Festival des littératures africaines. À côté, tu as Asprobir, qui est l'association, je pense bien, de la promotion des bibliothèques rurales. Tu as Afrip à côté. Donc, est-ce qu'un mot en fait sur Asprobir? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est d'actualité? Oui, Asprobi, c'est tout d'actualité. En fait, Asprobi, c'est l'association pour la promotion des bibliothèques rurales. C'est l'association, en fait, qui porte le festival. Et c'est une association qui lutte contre l'illettrisme, qui lutte contre la fracture numérique et qui, justement, fait la promotion des cultures africaines en France. Et parmi les activités justement de Asprobi, c'est la mise en place des espaces de lecture dans les zones rurales ou semi-urbaines. Cette année, on a restauré la bibliothèque du lycée bilingue de Bouddha avec près de 1000 livres et avec l'installation d'un distributeur de protection hygiénique pour les jeunes filles. Et c'est notre 6e bibliothèque qu'on met en place. Et l'année prochaine, on va travailler justement sur, on a travaillé justement avec l'OPID au Gabon sur ce qu'on appelle les safaris littéraires. Les safaris littéraires, c'est diverses activités liées à la littérature, pas seulement. On travaille justement sur des thématiques à partir du livre, bien sûr. On travaille toujours à partir du livre,
mais on ressort les thématiques justement pour pouvoir échanger avec les élèves sur ces thématiques-là. Ça peut être la thématique des violences, comme on avait travaillé au Gabon avec l'Orchidée. Ça peut être sur la thématique des métiers. Quand on travaille au Cameroun, parce qu'on s'était rendu compte que les enfants sont bloqués sur certains métiers et qui ne connaissent pas, n'en connaissent pas d'autres, et beaucoup des métiers administratifs. Et donc notre objectif est d'aller vers ces enfants-là avec des métiers qu'ils ne connaissent pas, comme des réalisateurs de cinéma, comme des illustrateurs, comme des auteurs également. C'est pour leur montrer en fait que s'ils ont une passion de la littérature, ils peuvent être auteurs. S'ils ont une passion de dessin, ils peuvent être illustrateurs et gagner leur vie. S'ils ont une passion du cinéma, ils peuvent être réalisateurs justement de films et gagner leur vie. Et l'année prochaine également au Cameroun, on a un projet avec différents partenaires qui s'appelle Lire à Bangoulap avec la Fondation Gacha. Et la Fondation Gacha, la route des chefferies, l'ambassade de France au Cameroun et le Grand Vide-Grenier avec l'association Lien d'Or pour pouvoir justement mener des auteurs sur leur manière d'écrire sur une semi-résidence sur de comment écrire justement, comment écrire le Cameroun. C'est-à-dire que de la vision des auteurs camerounais, mais aussi de la vision des auteurs étrangers qui seront au Cameroun en semi-résidence. D'accord. Et Rosny, bon, dans ta bio, je vais dire ta bibliographie, tu es un membre de la Rage Livre qui est au Tchad. Et en parcourant, j'ai remarqué que la Rage, en fait, n'est plus, je vais dire, ça n'est plus très actif, très actif sur ses travaux. C'est-à-dire les dernières publications datent, je crois, de 2021 ou 2022 par là. Est-ce que c'est pour dire que, bon, on offre, ça continue, on ne publie simplement pas, on ne partage pas, où en est la Rage? Oui, je suis membre du bureau de Rage Livre, donc qui est basé à Djamena, au Tchad. Et actuellement, c'est vrai, il y a des travaux qui se font, disons, en filigrane, mais toutefois, ça nous reconnaissons que il y a une certaine baisse d'activité, voilà. Mais je crois qu'on est en train de remonter, hein, parce que on est en train de remonter. Certainement que d'ici, ça dit qu'on est sur un projet, qui qui je crois va être dévoilé les mois à venir. Voilà. Ça dit qu'on prépare autre chose, en fait, on prépare quelque chose pour venir booster Rage Livre. Rage Livre, c'est en réalité, c'est une association qui réunit quasiment les promoteurs culturels africains et nous sommes en train de travailler là pour essayer disons, de tendre un peu le champ, de recruter encore d'autres, faire adhérer d'autres membres. Et donc, vous comprenez que les gros projets et les beaux projets prennent souvent du temps. Et je crois que les mois à venir, vous sauriez un peu plus sur Rage Livre. Je n'ai pas envie de dire et de parler de sa renaissance. D'accord. Donc, Daniel, on peut t'entendre, à part le salon du livre de Douala et le fait que tu es auteur de 4 livres, est-ce qu'il y a un autre moyen pour toi de te retrouver sur la promotion littéraire? C'est vrai que je suis également bénévole. Allô? Oui, c'est bon. Oui, là, on t'entend. Je disais que je suis également bénévole pour l'association Reading Classrooms qui, de manière régulière,
organise des ateliers de lecture spectacle pour enfants. C'est ce qui se situe à Bonamoussadi, dans l'arrondissement de Douala 5e à Douala, plus précisément à Terrific Coffee. C'est là que la librairie de la bibliothèque est et où les activités sont généralement organisées. Vous pouvez trouver le lien de l'association, même pas le lien, vous pouvez retrouver le nom. Tapez juste sur Facebook In Classrooms, vous aurez accès à toutes les activités de l'association. Une amie qui est Madame Danielle Magatine, qui fait beaucoup de choses pour la lecture. Elle a également un il y a également un concours de lecture qui est organisé au niveau des écoles, un rallye de lecture au niveau des écoles avec des prix à gagner. Voilà, les rallyes de la lecture, c'est ça? Exactement ça. Oui, Rallye de la lecture. c'est bien dommage qu'on n'ait pas eu Abdel Hakim Mustafa Mohamed. Lui, il pouvait aussi bien nous orienter sur les rallyes de la lecture parce que je pense qu'il est bénévole à Ayemé. Bon, il n'est pas là, c'est pas bien grave. Donc, on va faire le tour avec notre thématique du jour, promotion littéraire, enjeux et dynamique des festivals littéraires. On va entendre Hydrosine de Mega sur notre thématique générale. Donc, sur les festivals littéraires, surtout les festivals de littérature africaine, en fait, déjà, il faut qu'on sache déjà pourquoi on le fait. Parce que il y a beaucoup on a des remarques partout, hein, qui nous demandent justement pourquoi vous faites ça en France, pourquoi qu'est-ce que la littérature africaine doit promouvoir, est-ce que ça va être promu en France? Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'auteurs de littérature africaine. Quand je parle de littérature africaine, je parle des auteurs afro-descendants, c'est-à-dire quand moi je mets afro dedans, je mets même les Antilles, tout ce qui est Antilles, Haïti, et également tous ceux qui écrivent sur l'Afrique. Parce que nous, également, on globalise tout ça. C'est-à-dire que le gars, le Camerounais qui va écrire qui va écrire, il sera considéré comme auteur de littérature africaine. Et le Français, non, qui va écrire un livre, par exemple, sur Manu Dibango, par exemple, on va le considérer comme de la littérature africaine. Nous c'est comme ça qu'on a vu ça. Et donc, on a donc pas mal d'auteurs et même d'éditeurs déjà qui se développent, et même d'agences littéraires et même de distributeurs qui se développent justement dans la diaspora. Parce que c'est comme le disait l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France lors de son intervention au festival, il y a en fait des métiers dans les littératures que nous, on n'a pas pris en considération. Bien sûr. Et donc, on se retrouve avec dans la chaîne, Ange Belé sera mieux placé pour vous expliquer ça. Et dans la chaîne, les maillons qui manquent. Et ce qui fait que, forcément, à ce moment-là, le livre nous revient très cher. Parce que on n'a pas, justement, on manque les maillons pour aller chercher le livre là où il faut et pour aller distribuer justement au consommateur final qui est le lecteur. On l'a pas. Et donc, il faut les événements comme les festivals littéraires. Moi-même, qui est organisatrice, j'ai découvert justement plusieurs choses, plusieurs métiers, plusieurs éditeurs, plusieurs auteurs et la façon dont ils écrivent et leur différence d'écriture.
Vous prenez un auteur sénégalais ou un auteur togolais ou un auteur ivoirien, ils n'écrivent pas de la même façon, mais ils écrivent en français. Bien sûr. Et donc, c'est tout ça, en fait, que moi, au fur et à mesure que je travaille sur ce festival-là, je me rends compte qu'il faudrait que je présente ça aux gens. Il faudrait que le public qui vient soit au courant de ça et participe aux rencontres, participe aux ateliers de lecture, aux ateliers d'écriture, aux ateliers de poésie, aux ateliers de dessin, parce qu'il y a des ateliers de dessin. On a même fait l'atelier d'écriture arabe cette année. Donc, il faudrait vraiment qu'on puisse justement montrer toutes les facettes, en fait, de notre culture littéraire, de nos cultures, parce que je veux notre culture, ça va être très, très simpliste, de nos cultures littéraires aux autres et même à nos propres communautés, parce que nous tous, on ne connaît pas. Moi, je vous ai dit, dans le festival, j'ai appris beaucoup de choses et c'est même pour ça que je continue à faire le festival, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore appris. C'est-à-dire que pour répondre encore à la question qu'on a posée tout à l'heure, c'est parce que je sais que je n'ai pas encore appris, je n'ai pas encore tout appris dans les cultures littéraires que je continue toujours à faire ce festival-là. Donc, il faudrait vraiment qu'on garde ça et que nous, les promoteurs, et que même des institutions qui organisent ces événements comme la mairie de Douala, qu'on puisse justement continuer, mais tout en sortant justement tous les enjeux, toutes les activités qu'on pourrait mettre autour justement de ce festival-là. Bien sûr. Bon, avant de passer la parole à Roselyne, Rosine, tu vas nous quitter dans quelques minutes. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant de partir? Je voudrais féliciter vraiment l'équipe de la SAPLO d'avoir organisé ce festival, même s'il est en ligne, ça demande pratiquement les mêmes enjeux. Hein. C'est-à-dire que être sûr que tous les intervenants seront disponibles et trouver également les thématiques pour qu'on puisse justement échanger et pouvoir mettre à contribution tous les acteurs de la chaîne du livre, que ce soit nous, les organisateurs, dont on oublie beaucoup, souvent dans la chaîne du livre, parce que on est une partie. Il faut pas que les organisateurs nous oublient souvent dans l'organisation de leurs événements, parce que on fait partie en fait de cette chaîne-là. C'est-à-dire il y aura le distributeur, il y aura le lecteur, mais il y aura aussi l'organisateur d'événements qui permet en fait que tout cet ensemble-là soit réuni en un lieu. Et donc je félicite vraiment l'équipe Ray, Pauline, d'avoir organisé justement cet événement-là. Et je souhaite justement que ce type d'événement perdure et que tous les événements comme le salon au Gabon de Rony, j'espère qu'on va m'inviter l'année prochaine. Dariel, il est où? J'espère que le salon le salon du Doigt là aussi va nous inviter pour qu'on justement vienne parler de ces enjeux justement de l'organisation des événements littéraires, parce que ce n'est pas quelque chose de facile. Donc voilà. Bien. Merci à mes copanélistes, hein, Rony, Dariel, et merci à toi, Lokide, d'avoir mené à bien cette discussion-là. J'ai beaucoup appris parce que le festival du livre Douala, je connaissais pas grand-chose, je connaissais que ça existait. Et aussi Rony, justement, pour son salon. Donc, je nous souhaite bon courage et on espère justement de trouver des partenaires. On fait un appel justement à des partenaires s'ils sont là, quel que soit le partenaire, parce que les partenaires croient toujours que ils n'ont pas d'intérêt à venir être dans un événement comme un festival littéraire. Non,
vous avez toujours intérêt à venir dans un événement comme un festival littéraire. Votre place est là. Si vous voulez soutenir les littératures, n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à nous contacter. On va vous donner la place qu'il faut et vous allez également nous accompagner dans cette aventure-là. Merci beaucoup, Rosine. Bon vent à toi. On t'attend l'année prochaine avec la 10e édition. Oui, ça sera grandiose. Là, on commence à préparer là. Ça va être grandiose. Merci beaucoup d'avoir été de nous. Ciao. Merci, ciao. Alors, Rosny, promotion littéraire, enjeux et dynamique des festivals littéraires. Ton mot sur cette thématique qui nous réunit aujourd'hui. Oui, l'orchidée, promotion littéraire, enjeux et dynamique des festivals littéraires. Que retenir et surtout pourquoi est-ce que nous arrivons là à organiser ces événements, disons, culturels, alors que la vraie responsabilité reviendrait, disons, à l'État, voilà, j'ai envie de dire, aussi aux différents ministères et tutelles d'organiser. Pourquoi est-ce que les individus parviennent ou arrivent de facto à organiser de tels événements voilà, d'envergure internationale? C'est simplement dû au fait que, et je crois que Rosine l'évoquait subtilement, c'est dû au fait que il y a une carence en matière de politique nationale du livre dans nos États. Voilà, dans nos États, la chaîne du livre est quasi inexistante. Donc, du coup, on est obligé de prendre des choses en main. Et pourquoi organiser un festival? Mais le festival, c'est en réalité, c'est permettre la découverte et l'accès à la littérature. Donc, notamment, faire découvrir les nouveaux auteurs, les nouvelles parutions et il y a aussi le côté divertissement et enrichissement culturel. Voilà, c'est le moment le plus heureux, le moment le plus festif, le moment le plus convivial où les gens peuvent se faire des rencontres, mais aussi et surtout la promotion et la visibilité de nos auteurs. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui écrivent, il y a des jeunes auteurs qui écrivent, quoi qu'ils soient, mais ils ont du mal souvent à trouver des espaces d'exposition, des espaces pour mieux vendre leurs livres. Donc tu vois que lors d'un festival, par exemple, il y a eu cette chance-là, cette opportunité où ils sont directement face au public et ils ont même certains bénéficient même des retours directs des critiques littéraires. Et c'est le moment où jamais aussi de développer un lectorat parce que le public, non seulement les visiteurs étant aussi nombreux aussi nombreux, mais ils finiront par s'habituer à la lecture parce qu'ils vont s'acheter des ouvrages qu'ils finiront par lire. Et encore, il ne faut pas aussi oublier le pan, disons, d'attractivité touristique. Ouais. Mais lorsqu'on organise, on contribue au développement économique de la localité. Hein? Le transport, les hôtels, vraiment, l'alimentation, tout, mais c'est du tourisme. Voilà, donc on favorise en quelque sorte les échanges culturels, sinon qu'on contribue en partie au développement économique disons, de nos États. Maintenant, il faut savoir une chose que, sinon de manière résumée, voilà, c'est que le festival littéraire, c'est un événement un peu multiforme dans le sens où non seulement il faut promouvoir la littérature, donc promouvoir les arts, comme chez nous, les littératures et arts, disons, je parle des arts, je parle des arts associés, mais aussi c'est une manière pour nous de soutenir les auteurs, les éditeurs, et aussi divertir le public qui, vous avez vu pendant la Covid-19 où on a subi le confinement et heureusement qu'on a réfléchi aussi, d'ailleurs c'est ce qui nous a boosté à fonder, à créer le Filiga. Voilà, donc lorsque nous avons organisé le Filiga, la première édition, vous avez vu l'engouement qu'il y a eu parce que les gens étaient confinés et il fallait bien que le public trouve là un lieu de divertissement et aussi peut-être à dynamiser leur vie culturelle
voilà, sur un territoire qui parfois il n'y a pas assez d'opportunités. Donc je crois que les festivals littéraires ont un grand impact qui soit plus large qu'une simple manifestation commerciale. Voilà, la preuve c'est que c'est vrai, il y a d'autres qui font des chiffres, mais il y a aussi d'autres qui viennent à un festival. Lui, il aurait eu sur le pan visibilité et ou des rencontres qui se seraient créées et qu'après, j'en prends pour exemple le cas de nos jeunes auteurs qui souvent, parmi tant d'autres, bénéficient des résidences d'écriture parce qu'ils auront rencontré un directeur de festival ou un directeur d'une société culturelle lors d'un salon et aussi les nombreux jeunes auteurs qui aujourd'hui deviennent auteurs confirmés parce que lors du Filiga, ils en ont rencontré des éditeurs et que la direction du Filiga aurait facilité la collaboration avec ces maisons d'édition et qu'aujourd'hui, ils voient souvent leurs tests être publiés gratuitement. Donc je crois qu'en partie, voilà, de manière ramassée et ou générale, les enjeux liés à la dynamique d'organisation d'un festival littéraire. Merci beaucoup, Rossini. Alors, Dariel, on revient vers toi. La thématique promotion littéraire, enjeux et dynamique des festivals littéraires. On aimerait prendre ton point de vue là-dessus. Alors, je souscris entièrement à l'analyse qui a été faite par Rossini concernant l'importance, même au plan touristique, des festivals. Et j'entends souvent des gens dire, il y a déjà trop de festivals, vous faites même tout cela, pourquoi? Et de ce point de vue, il est important de paraphraser Émile Zola qui disait, il n'y a jamais trop de livres, il en faut encore et encore. C'est la même chose avec les festivals. Nous n'avons même pas suffisamment. Je crois que la démarche, ou plutôt l'objectif, ce serait d'arriver à banaliser le livre. Un peu comme il faudrait que des gens puissent se dire, je vais acheter un livre ou je vais m'asseoir dans une bibliothèque pour lire un livre, comme ils se disent qu'ils vont aller boire une bière avec des amis ou aller au cinéma. Et ça passe par la multiplication, par le foisonnement de ce genre de cadre-là. Il faudrait que chaque fois que quelqu'un sorte dans la rue, qu'il y ait un événement lié avec le livre. Il faudrait que ce soit partout. Ça qui fera en sorte que ce sera naturel pour des gens de prendre un livre en dehors du cadre scolaire. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui lisent justement parce qu'il faut lire afin de passer en classe supérieure. Il faudrait que la lecture, ce soit, j'aimerais même dire, une manière d'être. De se dire, moi, j'ai une manière de vivre. Que ce soit un... Et je crois que c'est véritablement l'enjeu de toutes ces activités littéraires-là, que ce soit des festivals, que ce soit des salons. L'enjeu, c'est vulgariser la culture livresque. Que ça ne concerne pas seulement tantôt ceux qui sont à l'université ou ceux qui sont dans un cadre d'apprentissage. Le livre, c'est quelque chose de terriblement vaste. Ça peut concerner le développement personnel, ça peut concerner le théâtre, ça peut concerner la poésie. C'est un univers infini. Et il importe que l'on s'investisse tous, chacun à son niveau, à commencer même par les parents à la maison, pour que les plus petits, eux-mêmes commencent à secréter cette envie-là, à la développer, qu'ils puissent la transmettre plus tard à leurs enfants. Que ce soit une tradition. Et je crois que c'est à partir de là qu'on verra même comment est-ce que des problèmes quotidiens, comme ceux liés à la violence faite aux femmes, ceux liés au désordre urbain, ainsi de suite, vont être résolus. Parce que les gens se mettront à lire davantage de thématiques diverses, apprendront à travers le livre et transformeront de la manière la plus basique possible. Merci beaucoup, Dariel. Un bon message. C'est un travail de longue haleine, travail fastidieux, c'est pas facile, mais très bon. Très bien dit. La culture du livre, ça doit devenir, en fait, le livre doit être en fait un objet culturel, ça doit être quotidien. On doit marcher avec le livre. On ne doit pas s'étonner de voir quelqu'un de tenir un livre en marchant, en lisant, parce que certaines personnes en fait, elles sont étonnées
de voir quelqu'un en train de lire dans un bus, quand il fait une queue, voilà, pour peut-être acheter du pain ou pour non, bien dans une banque. On se surprend encore de voir aujourd'hui les gens lire. Et les festivals, l'enjeu de festival, bien sûr, a été bien énoncé. Dans la dynamique de ces festivals littéraires, c'est simplement les multiplier. Et les enjeux sont, bien sûr, énormes. Et on espère, bien sûr, que le livre va être inséré dans notre culture. Ça l'est déjà même, mais on va encore multiplier. Merci beaucoup à vous. Donc, l'échange tire à sa fin. Pour moi, c'était un plaisir, voilà, de modérer ce panel. J'ai appris beaucoup de vous. Je suis aussi promotrice littéraire, chose pas facile. Et je vais prendre vos impressions, voilà, votre mot de la fin, quelque chose à ajouter avant de se dire au revoir. Donc, on va commencer par Ariel ou bien Rosny. Ok, d'accord. Je tenais simplement sinon chaleureusement, à féliciter Acolyte, voilà, Acolyte, donc notamment Pauline et Rai, voilà, qui sont derrière cette initiative. Donc je crois que l'idée est la bienvenue parce que je sais qu'à travers eux, d'autres personnes aussi veilleront à prendre de telles initiatives, voilà, pour nous mettre en jambes et surtout permettre cet apprentissage parce qu'à travers des panels tels qu'ils sont, ça nous permet, ça nous enseigne et ça nous permet de tirer aussi profit de l'expérience de d'autres promoteurs et ou d'autres personnes que nous suivons et que nous échangeons. Et donc je crois que c'est un chapeau à eux et aussi il faut le rappeler que lorsque l'enfant de l'Ofiliga, le Festival international du livre gabonais en 2022, j'ai travaillé sourdainement avec Rai et Pauline. Voilà, donc je ne cesserai assez de les remercier. Et d'ailleurs, je l'ai fait lorsque j'étais à Yaoundé, au quartier Mozart. Donc, publiquement, j'avais tenu à les remercier pour leur apport culturel en Afrique. Et je crois que là, il en va une autre démonstration. Et merci et chapeau à vous. Merci aussi à toi, l'Orchidée, qui a su modérer cette table ronde. Voilà, je m'en voudrais de ne pas aussi dire merci à Dariel et Rosine qui euh, m'ont beaucoup enseigné et voilà, j'en ai beaucoup appris aussi des expériences des autres. Et je crois que les tels événements demeurent et que les organisateurs voient en quoi. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup à Rosny. Alors, Dariel, ton mot de la fin. J'emboîte le pas. J'aimerais des auteurs sont capables. On ne t'entend pas bien, Dariel. Allô, c'est bon? Allô? Oui, là, c'est bon, t'entends. Je disais que je salue chaleureusement Pauline Ngone et Paul Déby, qui sont des artistes et il faut avoir résolument inséré dans le monde du livre. Et les Dariel, il y a des... du Cameroun. Nous espérons que
le plus large, le plus grand nombre de personnes possible venant d'horizons divers. Donc, je les félicite et j'espère vraiment qu'on sera encore ensemble pour la prochaine édition. Je remercie les membres du panel, Rosny et Id, ainsi que l'Orchidée, qui a pu, à travers ces questions, nous permettre de mettre en avant ce que nous faisons dans les différents événements que nous organisons. Donc, merci à toi, Orchidée. Et je nous souhaite à tous de continuer à persévérer dans les chemins que nous avons entrepris en faveur du rayonnement du livre. Merci beaucoup, Dariel. Donc, on remercie bien sûr nos invités. Merci à Hydrosine de Mega. Merci, Rosny Le Sage. Merci à toi, Dariel Mbengue. Et voilà, Abdel Hakim, Moustapha Mahamat, qui est censé être de nôtres, qui est bénévole voilà, chez AYEME, donc Éducation pour une Afrique et les littératures africaines. Merci à tous vraiment pour vos réactions, vos interventions, c'était très bien et j'en ai appris beaucoup. Et on dit voilà à Acolyte, à Saplo de rendre ce salon promoteur du livre physique. On va passer la première saison, voilà, on va se contenter d'avoir des online. On espère qu'une année plus tard ce sera physique pour échanger autour de la promotion littéraire. Merci à tous et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci pour votre temps et à très vite. Et demain, bien sûr, il y a un autre panel. Ne le manquez pas. Merci. Portez-vous bien. Ciao.